Bonjour à tous. Donc, le webinaire commence. Je vous propose d'attendre encore quelques petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter avant de commencer. Pour les aspects pratiques, je le répéterai du coup peut-être quand il y aura plus de monde, mais les questions, vous pouvez poser des questions en gros par chat. Et du coup, vous n'avez pas accès au son, mais voilà, les questions se posent uniquement dans le chat. Alors, je ne comprends pas pourquoi je remarque que vous partez. Attends, je vais refaire comme tu as fait. Tu le vois dans les participants? Oui. Alors, donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et qui n'ont pas forcément eu la présentation. On attend encore juste 2 minutes avant que tout le monde se connecte. Donc, les questions se passeront dans le chat. Merci donc à tous, déjà ceux qui ont trouvé l'espace. Donc, c'est un espace à droite. Je vous propose d'attendre encore 1 minute et ensuite, on pourra commencer cette présentation de l'AMI. Pour la question, du coup, déjà dans le chat sur l'enregistrement de la séance, elle est en effet enregistrée et envoyée aux participants après le webinaire. Et elle sera aussi présente sur la page de l'AMI. On vous redonnera les informations de toute façon dans les slides de ce PowerPoint. Donc, merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il y a déjà un grand nombre de participants qui sont connectés. Bienvenue à tous sur ce webinaire du coup de présentation de l'AMI, démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Donc, pour les informations pratiques, le chat va vous permettre de poser des questions. Vous se retrouverez en bas à droite de vos écrans et le webinaire est enregistré et sera ensuite rediffusé, notamment via la page de l'AMI. Et vous sera envoyé. Donc, pour cette présentation, en gros, c'est un temps en plusieurs parties avant de prendre vos questions. Nous allons d'abord avoir Jean-Marc Callois qui va vous présenter le contexte de l'AMI de manière générale, puis Philippe Bissa qui vous présentera les 2 volets agriculture et alimentation de France 2030. Et pour finir sur les recommandations pour la constitution d'un dossier de candidature que je vous expliquerai. Donc, Jean-Marc, je te laisse la parole pour la première partie de ce webinaire de présentation. Ouais, merci Maud. J'espère que vous m'entendez. Ouais. Oui, ça fait, on t'entend très bien. Ouais, merci et bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc oui, je vais juste vous dire en quelques minutes un petit peu les grandes motivations de Stapé la projet. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu un des premières plumes de Stapé la projet parce que je crois beaucoup à l'innovation territoriale et peut-être si vous passer à la première diapo sur l'innovation. Alors ouais. Sur l'innovation par l'approche territoriale. Alors, c'est vrai qu'on se situe dans le cadre du PIA. Le PIA, c'est un programme qui est extrêmement innovant et extrêmement exigeant en termes d'innovation. Et finalement, quand on pense innovation, on pense assez peu au territoire. On pense au contraire à des économies d'échelle fortes, voilà, quelque chose de très high-tech. Et souvent, on ne pense pas à l'approche territoriale. Or, il y a beaucoup de sujets, des sujets d'actualité dans notre secteur agricole et agroalimentaire où vraiment on sait, enfin,
parce que voilà, ce sont des sujets qui croisent énormément d'enjeux et de problématiques et de parties prenantes. On sait qu'il y a un des verrous fondamentaux qui est de faire dialoguer les acteurs entre eux et la proximité géographique, donc le territoire, s'y prête bien. Donc là, sur cette diapo, j'en cite quelques-uns. Il y a évidemment tout ce qui relève de la demande de plus en plus forte, même si c'est un peu équilibré avec les enjeux de porte-monnaie, mais d'une alimentation qui soit locale, si possible. Il y a tous les enjeux autour de l'eau. C'est des enjeux qui sont éminemment inscrits dans le territoire. Et comment est-ce qu'on gère une ressource qui est à la fois rare, mais qui parfois arrive pas forcément au bon endroit au bon moment. Il y a toute la question de comment est-ce qu'on crée plus de valeur à partir de ressources qu'on n'exploite pas aujourd'hui forcément de manière la plus efficiente. C'est en particulier un certain nombre de coproduits issus de l'activité agricole qui sont souvent déjà utilisés, mais qui pourraient être utilisés de façon plus efficace et en utilisant les interactions locales de manière astucieuse. Et puis, plus généralement, tout ce qui présente des externalités localisées, c'est-à-dire partout où il y a finalement des effets d'interface. Donc, un exemple type, c'est tout ce qui relève évidemment des pesticides, où il y a des problématiques d'acteurs proches et avec des enjeux divergents. Donc, tous ces sujets, en résumé, ce qui les relie, ce sont des enjeux qui sont multiples, qui sont portés par parfois des porteurs qui ont des intérêts assez divergents. Et donc, là, il y a un verrou. Et donc, il n'y a pas un verrou de nature technologique, finalement, parce que souvent, le problème, c'est pas la technique, le problème, c'est la société, c'est la façon dont la technique peut se déployer dans la société. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, l'approche territoriale, donc, bon, j'ai aussi porté beaucoup ce projet parce qu'à la base, je suis économiste régional. Donc, là, ce que j'appelle l'approche classique ou conventionnelle, elle s'oppose en tout point à l'approche territoriale. L'approche conventionnelle, c'est faire un maximum d'économies d'échelle, c'est des biens qui sont standardisés, des biens ou des process, parce qu'on peut avoir des biens qui sont en apparence très divers, mais derrière, les process sont très standardisés. Et puis, c'est une recherche à chaque fois de l'optimum purement comptable, à savoir la compression des coûts et la maximisation des prix de vente. Et donc, ça s'oppose en tout point avec l'approche territoriale, où on est au contraire sur tenir compte à chaque fois de la spécificité de chaque territoire, faire du collectif, tenir compte des externalités locales au sens à toutes les petites interactions qui peuvent parfois être source de conflits, mais qui sont aussi souvent source de plus-value. Et donc, pourquoi est-ce que le PIA, donc j'ai commencé par là, le PIA qui est très exigeant en termes d'innovation, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ça? Justement, parce qu'il y a des verrous qui sont pas technologiques mais organisationnels, et il y avait besoin de ce programme, et ce programme est le programme principal de notre secteur, qui est vraiment dédié à résoudre ces verrous organisationnels par une entrée par le territoire. Alors, si tu veux passer à la slide suivante, voilà, donc je vais l'illustrer avec quelques exemples très rapides. Ouais, je crois que c'est pas d'accord. Bon, donc le premier exemple, c'est l'exemple des PAT, des projets alimentaires territoriaux. Donc ça, c'est une politique qui est déjà qui date un petit peu. C'était la loi d'avenir pour ceux qui étaient déjà là à l'époque. C'était vraiment une volonté de réponse déjà identifiée à une demande de relocalisation, mais aussi du fait qu'on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre d'enjeux de nutrition, d'éducation à l'alimentation et qui devaient passer par les territoires. Et donc le plan France Relance a fortement accéléré ce développement des PAT. Donc là, c'est les données que nous ont donné les collègues de la DGL qui sont au 1er avril. Mais donc là, l'objectif d'un PAT par département, il est quasiment atteint. En tout cas, vous voyez, beaucoup de départements où il y a pas mal des PAT. Et quand on voit cette carte, on dit c'est super, mais on se dit aussi, voilà, pourquoi est-ce que c'est aussi hétérogène? Il n'y a pas de lien forcément évident entre l'armature urbaine, l'activité agricole et la présence de PAT. Donc, on voit qu'on a un verrou là. Comment est-ce qu'on peut généraliser ces démarches? Comment est-ce qu'on peut les rendre aussi plus économiques, c'est-à-dire de les relier avec des enjeux de création de valeur? Là, on a effectivement un verrou et il faut qu'on aille au-delà, tout en préparant la généralisation de ces démarches qui sont à la fois demandées, mais qui font la preuve, notamment leur contribution à la résilience, comme on a pu le voir pendant le Covid. Si tu veux passer à la slide suivante. Donc, un autre exemple qui est lié, c'est pas la même chose, mais c'est quand même lié parce que les circuits courts, c'est aussi un indicateur qu'on utilise beaucoup pour mesurer justement ce caractère local de la production agricole. Là, on voit aussi sur une carte pareille, donc je vais pas prendre beaucoup de temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette carte. On voit bien les zones du sud où il y a plus de fruits et légumes, et aussi les zones viticoles. Mais malgré tout, on voit bien que c'est aussi très hétérogène. Donc, il y a un facteur social, il y a un facteur organisationnel. Donc, si on veut faire la relocalisation de l'alimentation, il y a besoin de lever ces verrous et de mieux comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, ça, c'est vraiment de l'innovation. C'est pas parce que c'est pas très high-tech, forcément, même s'il y a beaucoup de numérique derrière de plus en plus. Mais ce sont des vrais verrous, les verrous d'organisation. Et enfin, dernier exemple.
Voilà, il y a un autre exemple qui est plus dans la chaîne agroalimentaire cette fois-ci. Donc là, j'ai pris les abattoirs de proximité parce que on a des données assez parlantes. Si on regarde un petit peu donc sur cette carte, vous voyez les zones d'élevage. Hein, donc ça, c'est l'élevage bovin. Et puis si on fait la carte, donc les cercles noirs là, ça représente le volume des capacités des abattoirs. Là, c'est pareil. On voit qu'il y a des logiques. Hein, donc quand on va dans le Grand Ouest, terre d'élevage s'il en est, bon, voilà, on voit des logiques entre la taille des abattoirs et les zones d'élevage, mais il y a aussi des choses très très paradoxales avec des zones forte densité d'élevage où il y a peut-être un maillage beaucoup plus local justement. Et on a besoin de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une vraie rationalité économique derrière, comment rendre le système plus efficient et plus durable. Et donc ça c'est un cas typique où on est sur le secteur de l'élevage qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui, hein, de diminution, d'évolution des tendances de consommation, de décapitalisation. Et donc par les approches territoriales, on va aborder les choses différemment que l'approche classique de compression des coûts et on va essayer de voir quels sont les systèmes les plus viables pour envisager quelque chose qui réponde à la fois aux attentes sociétales et qui également ait du sens au niveau économique. Donc voilà, à travers ces quelques exemples, j'ai essayé d'esquisser un petit peu le motif finalement initial de pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un programme qui rentre par le territoire, hein, ce qui est vraiment très original et j'en profite pour remercier toutes les équipes de la Banque des Territoires qui travaillent sur ce beau programme et vous donner aussi envie d'y mettre du vôtre aussi, d'innover pour développer de beaux projets et nous aider à avoir une agriculture plus durable. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette entrée en matière. Du coup, je vais laisser Philippe Bissac enchaîner pour vous présenter globalement les volets agriculture et alimentation France 2030. Donc Philippe, je te laisse la parole. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ma caméra ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Bon, donc voilà, moi je vais enchaîner donc, pour vous présenter un ensemble plus vaste. Donc Jean-Marc a présenté une des mesures phares de France 2030 maintenant. On parle de France 2030 parce qu'on parle de démonstration et de déploiement. Alors pourquoi faire ? Pour notre secteur, pour l'ensemble du secteur agriculture, alimentation, forêt, bois, préparer le secteur à différentes urgences, différentes transitions, évidemment l'urgence climatique, mais aussi la nécessité d'une souveraineté industrielle, d'un renforcement de maillons manquants de chaînes de valeur, et la souveraineté évidemment alimentaire et l'accompagnement de l'utilisateur final de l'innovation. C'est un ensemble un collectif interministériel avec des opérateurs qui met en œuvre un vaste plan dont vous voyez à l'écran. Donc il chapeaute des stratégies alimentation-agriculture, mais surtout qu'il englobe cette dynamique des démonstrateurs territoriaux qui est dotée de 152 millions d'euros. Diapo suivante. Alors, je vais pas m'arrêter sur ces deux diapos. C'est au départ, on avait mis l'accent donc sur toute la partie démonstration avant de rajouter des mesures sur le déploiement notamment vers les utilisateurs des innovations. Donc, on avait une stratégie qui portait sur l'alimentation et une stratégie qui portait sur l'agriculture. Et vous avez à l'écran les principaux objectifs, notamment évidemment en lien avec les enjeux que j'ai rappelés tout à l'heure et les transitions qu'il faut anticiper pour être au rendez-vous d'ici 2030 et bien entendu au-delà, compte tenu de l'agenda climatique en particulier. Diapo suivante. Alors, cette diapo que vous aurez, je ne vais pas la détailler, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans un ensemble plus vaste que les démonstrateurs territoriaux que vous voyez sur la diapo au milieu, avec le logo de la Banque des Territoires. Il y a d'autres mesures que certains d'entre vous connaissent, donc des mesures qui portent sur des leviers élémentaires qui vont venir participer à ce que disait Jean-Marc, c'est-à-dire à des démarches collectives pour essayer de dégager de permettre ces transitions. Donc, c'est avec BPI, les appels à projets innovés pour réussir les transitions agroécologiques et alimentaires. Il y a aussi des démarches qui portent, comme je l'ai dit, sur le déploiement. Et vous voyez qu'à droite de la cartouche sur les démonstrateurs territoriaux,
on a un appel à projet résilience et capacité agroalimentaire qui va permettre à des acteurs professionnels en particulier d'accroître leur capacité de production, mais le faire en décarbonant, le faire en considérant un certain nombre d'enjeux qui les environnent et avec lesquels ils ont à interagir. Et puis, bon, il y a toute une série d'autres mesures sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais qui sont pour l'essentiel, ouvertes. Et donc, sur lesquelles je vous invite, quand vous aurez la diapo, à les regarder pour voir si vous ne pouvez pas, bien entendu, monter des projets de démonstrateurs, mais pourquoi pas anticiper des leviers ou regarder comment aller plus loin sur des capacités de production. Diapo suivante. Alors, les chiffres clés, c'est des chiffres tout à fait intermédiaires, hein, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on a fait au cours des 6 mois qui viennent de s'écouler. Je disais qu'on avait ouvert beaucoup de dispositifs, hein, et celui-là chemine vers sa deuxième relève, hein, du 2 décembre. Mais vous voyez que on a encore beaucoup de marge de manœuvre et qu'on attend des projets sur ces mesures de démonstrateurs territoriaux et sur toutes les autres. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter davantage là-dessus, vous aurez ces éléments factuels. Diapo suivante. Alors, pour Jean-Marc, c'est beaucoup appesanti sur ce qu'on attendait des démonstrateurs territoriaux. Donc moi, je vais simplement dire que c'est vraiment une mesure essentielle parce que c'est la mesure où on va intégrer toute une série d'enjeux. Encore une fois, faire s'arrêter au levier élémentaire et dire voilà, il y a des innovations qui peuvent s'appliquer chez vous, que ce soit du matériel, des logiciels, des solutions de biocontrôle ou des semences qui ont des caractéristiques intéressantes, ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets qui sont en tension et qu'en fait, il faut déplacer les compromis. Et donc, vous avez sur la diapo l'ensemble des points qui ont déjà été évoqués par Jean-Marc, dont je ne vais pas m'appesantir là-dessus, simplement pour dire et pour conclure que pour nous, évidemment, c'est différentes formes d'innovation qui doivent se retrouver sur cette modalité de démonstrateurs territoriaux et dont on va vous détailler maintenant les conditions pour accéder pour être en ligne avec l'échéance notamment du 2 décembre. Merci. Merci beaucoup Philippe. Du coup, après être entré plutôt dans ce webinaire sur la présentation globale de ce qu'on attend des projets, je vais peut-être faire une présentation plus opérationnelle sur la constitution du dossier de candidature. Alors, pour information, donc je vais revenir un peu sur ce que disaient Philippe et Jean-Marc tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de démonstrateur territorial? C'est vraiment important de bien comprendre cette définition. Donc l'AMI, il a vraiment pour but de faire émerger entre 15 et 30 démonstrateurs et il est doté globalement d'une enveloppe de 152 millions d'euros. La notion de démonstrateur territorial, elle repose sur plusieurs piliers. Notamment le fait de regrouper un nombre d'acteurs du secteur et du territoire qui sont concernés par les transitions et qui permettent en fait de mettre en œuvre ensemble un projet, une stratégie globale de transformation du territoire. La diversité du consortium est quelque chose d'important dans cette notion de démonstrateur territorial, notamment le consortium peut être composé de différents acteurs. Un des critères quand même très importants, c'est le fait qu'il y ait une collectivité territoriale qui a un rôle majeur, qui soit au moins présente dans ce consortium. Donc le fait d'avoir un rôle majeur est une composante qui est même une condition d'éligibilité du dossier. Mais donc associé à cette collectivité territoriale qui n'est pas aussi obligé d'être le porteur de projet, il peut y avoir et il doit y avoir un certain nombre d'autres acteurs qui peuvent venir du secteur privé, qui peuvent être des représentants de la société, des acteurs de la recherche, de la formation, et donc qui viennent compléter un petit peu le groupement pour faire émerger du coup un projet notamment ambitieux et innovant. Et cette dimension d'innovation est très importante. Elle n'est pas restrictive sur sa définition, c'est-à-dire qu'elle est
La définition de l'innovation est large dans le sens où on attend des projets qui soient innovants, soit d'un point de vue technologique, soit organisationnel, soit social, ou diverses innovations qui soient complémentaires, mais qui doivent bien être décrites et bien explicitées dans le dossier. Et globalement, ce qui est très important aussi, c'est que ce projet de démonstrateur territorial, il est là pour répondre à un enjeu du territoire. Donc, comme l'expliquaient Jean-Marc et Philippe, voilà, c'est un peu vraiment l'ambition de cette AMI, c'est vraiment de faire émerger ce genre de projet qui répond du coup à des enjeux stratégiques, avec un vrai objectif de réplication du projet sur d'autres sites, sur une autre échelle. Il est vraiment important de bien avoir ces éléments en tête dans la constitution du dossier de candidature. Plus opérationnellement, sur les étapes et le processus de candidature, donc voici une frise représentative du processus. Donc là, nous sommes en gros là pour vous présenter l'AMI pour la deuxième vague, pour du coup la relève du 2 décembre 2022. Nous sommes en cours d'instruction du coup d'une vague avec une relève qui avait eu lieu le 1er juin 2022. Et donc, dans ces projets, on a bien deux phases qui se suivent, avec d'abord une phase d'incubation, de maturation du projet, donc où on engage le projet dans cette phase, notamment pour des dépenses d'ingénierie, pour lui permettre en fait au projet de constituer un vrai dossier pour la réalisation, qui est donc la deuxième phase du projet, avec entre du coup cette phase d'incubation et cette phase de réalisation, un comité d'engagement qui notamment vérifiera que le projet répond bien du coup aux attentes notamment qui auraient été indiquées lors de la sélection des dossiers. Pour ce qui est des subventions, en gros, c'est une subvention qui est de l'ordre de 300 000 € sur la phase de maturation, avec un cofinancement de 50% attendu. Et sur la phase de réalisation, on est du coup sur une subvention là qui est toujours avec un cofinancement de 50% attendu, mais au maximum, et avec une subvention France 2030 qui est entre 2 et 10 millions d'euros sur les projets. Pour revenir un petit peu globalement sur la constitution du dossier et sur des éléments qui nous paraissent assez importants, d'abord les critères incontournables qui font que vos dossiers que les dossiers qu'on reçoit sont de toute façon lus et ensuite instruits. D'abord le côté de la recevabilité, donc avoir une complétude administrative, c'est-à-dire l'ensemble des documents qui sont demandés et surtout dans les formats et les tailles qui sont demandés aussi. Les délais d'envoi aussi sont importants. Là, c'est pour le 2 décembre 2022 et donc ce délai est donc un critère de recevabilité du dossier. Après coup, donc il y a aussi des critères d'éligibilité qui sont donc très importants à regarder, notamment donc comme je redisais tout à l'heure, le fait que le consortium comporte au moins une collectivité territoriale qui a un rôle majeur, donc qui est vraiment identifié dans la gouvernance. Que le projet soit bien en adéquation avec les stratégies SADA et ADFS ou ADFS, voilà, c'est possible, et qu'on est bien sur les respects des montants indiqués dans les plafonds maximum que je vous ai indiqués juste précédemment. Pour les autres critères qui paraissent très importants dans les dossiers, c'est vraiment de qualifier de manière explicite le caractère innovant de ce qui est proposé. Donc là, notamment, c'est vraiment de montrer en quoi le projet a du coup une solution innovante à proposer et en quoi sont les transformations qu'elles impliquent dans le projet de territoire. Le potentiel de réplicabilité dont je parlais, donc, qui est un élément assez important de la notion de démonstrateur territorial, c'est aussi quelque chose à bien mettre en avant dans les projets. Et pour finir, donc ça c'est un critère qui est de toute façon est regardé, c'est le fait de ne pas porter préjudice à l'un des 6 objectifs environnementaux, donc do not significant harm, et donc là qui implique du coup le côté environnemental du projet, mais globalement de la stratégie France 2030, enfin des subventions France 2030.
Pour aller plus loin, on vous propose, donc là, sur les 2 diapos suivantes, quelques conseils, on va dire, sur la rédaction du dossier, notamment sur les pratiques rédactionnelles à adopter. D'abord, le fait de bien décrire de manière détaillée et opérationnelle les actions prévues, c'est-à-dire que si l'ambition du projet est très importante et qu'il est vraiment intéressant de bien montrer qu'on a compris les enjeux, etc., il est attendu que les actions de la réalisation soient quand même bien décrites pour comprendre quelles seront l'opérationnalité du projet. En lien avec ça, le détail des besoins financiers est aussi assez fin à réaliser, notamment pour la phase de maturation, où on attend en fait les modalités de cofinancement pour pouvoir comprendre comment cette phase de maturation sera financée. Pour la phase de réalisation, on peut comprendre que du coup les cofinancements soient aussi une des étapes de la phase de maturation et de rechercher donc ces cofinancements pendant la phase de maturation. Mais par contre, pour la phase de maturation, c'est important de connaître du coup quels sont les cofinancements qui sont prévus pour cette phase. Donc voilà, je parlais tout à l'heure du fait de toute façon d'être en accord avec les objectifs environnementaux. C'est d'autant plus important dans ces projets de montrer en quoi les exigences sont prises en compte au-delà des standards qui existent. Ça fait partie, voilà, dans la rédaction des choses qui sont très intéressantes à mettre en avant. Et pour finir, en plus donc le consortium, où je disais que le rôle de la collectivité territoriale était un rôle qui était très important, enfin qui devait être bien montré comme ayant un rôle majeur, mais globalement, ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir le rôle de chaque partenaire qui sont mobilisés dans le projet, avec une bonne explication de la gouvernance. Pour aller plus loin, donc quelques principes généraux aussi qu'on voit ressortir par rapport au dossier de la vague 1, notamment qui ont été soulignés par les comités de sélection. C'est de fait de bien mobiliser le diagnostic territorial qui est attendu pour valoriser le choix du territoire. C'est vrai que voilà, les enjeux du territoire sont souvent bien compris quand le diagnostic territorial est mobilisé au sein de la description du projet et pour évoquer l'ambition du projet. En lien avec la dimension innovante du projet, le fait de décrire le caractère transformatif de la stratégie, du projet qui est décrit, qui est proposé, est aussi très important. Le fait de valoriser donc les performances environnementales, ça a été redit donc lors des deux diapositives précédentes, mais voilà, c'est quelque chose vraiment à valoriser, et notamment aussi de valoriser les performances sociales et économiques du projet, qui sont aussi intéressantes dans l'idée de la réplicabilité du projet, notamment sur la partie économique, en quoi le projet, voilà, c'est la viabilité économique du projet est aussi quelque chose d'intéressant à bien indiquer. Pour finir, la diversité du consortium, c'est vrai que le fait d'avoir des consortiums qui sont représentatifs des acteurs du maillage territorial et souvent voilà, la complémentarité est quelque chose de positif. Donc voilà, ça peut être la représentation d'acteurs de l'amont et de l'aval, des acteurs publics, privés, des acteurs de la recherche, comme évoqué tout à l'heure. Mais le fait de bien mettre en lien ces différents acteurs est quelque chose d'assez valorisant dans les projets. Voilà globalement. Donc pour les aspects plus techniques, avant de passer à l'instant questions. Pour déposer vos candidatures, donc il faut que vous passiez par le portail de la Banque des Territoires, dont vous aurez le lien ou qui a déjà dû vous être envoyé. Vous devez vous inscrire sur achat public pour en fait télécharger à la fois le cahier des charges, le dossier de candidature et le règlement général financier, mais aussi derrière pour déposer votre candidature. Pour ce qui est des échanges, il est permis en fait d'avoir un échange, un créneau par projet avec les potentiels candidats pour répondre à leurs questions, à la fois les modalités techniques de l'AMI, mais aussi globalement
de ciblage, on va dire, des projets, via donc des créneaux d'échange de 30 minutes. Donc là, vous devez nous écrire à l'adresse qui apparaîtra sur la diapo suivante, qui est donc france2030.dt@caisse-des-dépôts.fr. Et pour ce qui est des questions, il y a aussi un espace de questions qui est présent sur la chat publique, donc la plateforme où vous pouvez de toute façon télécharger tous les documents. Et donc, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été envoyées, notamment pour la première vague, qui sont toujours d'actualité. Et pour ce qui est de nouvelles questions, n'hésitez pas à les poser, on y répond assez régulièrement. Donc, voilà pour le contact. Donc, comme je vous disais, les créneaux de 30 minutes se prennent à france2030.dt@galim@caisse-des-dépôts.fr et vous pouvez de toute façon aussi nous écrire pour certains éléments plus techniques dont vous avez besoin de réponses. J'ai fini pour la présentation. On va peut-être passer du coup maintenant aux questions. Alors, j'ai vu que donc l'équipe a déjà répondu à plusieurs questions. Je vais peut-être les reprendre quelques-unes à l'oral. Alors, Chambre d'agriculture et associations de producteurs sont-ils considérés comme des acteurs privés? Donc, j'ai vu que Lorelai Pesson, merci beaucoup, avait répondu en disant que c'était donc la Chambre d'agriculture était un établissement public et qu'une association est un acteur privé. Après, je pense, Maud, qu'il y avait la question de savoir si, et à mon sens, non, si les chambres d'agriculture… Il y a eu après la question, est-ce qu'une chambre d'agriculture peut avoir un rôle majeur? Donc, c'est de dire, de ce que je comprends de la question, est-ce qu'une chambre d'agriculture peut se substituer aux collectivités? Oui, et donc là, en effet, elle ne remplace pas une collectivité territoriale. Ouais, c'est pas parce que c'est un établissement public que c'est une collectivité. Donc, il est bien attendu, selon le cahier des charges, une collectivité en partenaire majeur. Ok, merci beaucoup. Donc, et donc, je peux peut-être rebondir aussi sur la question qui était de qu'est-ce qu'on entend par rôle majeur pour la collectivité. C'est d'être membre du consortium globalement et de participer en fait aux instances décisionnaires. Donc, dans la gouvernance, c'est bien de décrire quel aura son rôle, quel sera son rôle, etc. Il n'y a pas une description type, mais voilà, il faut au moins qu'elle soit membre du consortium et qu'on voit qu'elle soit présente dans la prise de décision, dans la mise en œuvre du projet. Pour ce qui est des exemples de collectivités territoriales, on en a à différentes échelles, communes, communautés d'agglo, départements, régions, sont des collectivités territoriales. Pour la suite, le groupement doit-il être composé de chaque acteur présenté ou un acteur public plus un acteur privé suffisent? Alors, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de taille qui est attendue. Par contre, on attend quand même une vraie représentativité des acteurs du territoire. Et ça, c'est un des critères dans les critères de sélection des dossiers. Notamment, les dossiers qui associent la recherche ou la représentation citoyenne sont des dossiers qui sont fortement valorisés. Les instituts techniques agricoles sont donc bien éligibles. Alors, ensuite, le consortium doit-il être formalisé lors du dépôt du dossier? Lorelai, je te laisse peut-être, j'ai vu que tu avais répondu, mais peut-être je te laisse compléter. Oui, j'avais répondu qu'il fallait à minima les pièces qui sont demandées dans le dossier de candidature, à savoir des lettres de mandat ou d'engagement, je ne sais plus le terme, et un projet d'accord, il me semble, un projet d'accord de consortium, mais qu'il y aura un temps au moment de la contractualisation pour finir l'accord pour nous fournir l'accord de consortium finalisé. Ok, très bien, merci. Pour ce qui est du cofinancement aussi, on a des questions sur les cofinancements. Est-ce qu'ils peuvent être publics? Donc là, je crois que la réponse a aussi, je ne sais pas si elle a été déjà donnée ou pas, mais donc les cofinancements publics sont bien permis, mais par contre dans la limite de l'analyse aide d'État. Donc voilà, c'est en fonction de cette analyse qu'on pourra déterminer quel sera le plafond maximum des financements publics sur les actions. Voilà, alors pour ce qui est donc une question sur les stratégies, on a donc le fait d'avoir stratégie SADA et ADFS ou les deux. Là, c'est possible du tout. On peut avoir soit SADA, soit ADA et ADFS, soit juste ADFS. Donc, ça c'est pas du tout restrictif. Par contre, quand on a les deux stratégies, le but, c'est d'avoir de traiter au même niveau les stratégies SADA et ADFS. Et peut-être
une recommandation par rapport du coup à la première vague. C'est vrai que en 20 pages, il peut être compliqué de répondre aux 2 stratégies. On sent qu'il y a des projets très aboutis quand on répond à une seule des 2 stratégies. Alors ensuite, je ne sais pas si… ah oui. Est-il permis de prévoir l'implémentation répliquée du projet sur d'autres territoires en phase de réalisation? En gros, il faut démontrer de la réplicabilité, mais il ne faut pas la réaliser en phase de réalisation. Il faut juste pouvoir en fait, montrer que les facteurs nécessaires à la réplicabilité sont présents et qu'on est capable de répliquer ce projet ou une partie de ce projet sur d'autres territoires, mais il n'est pas attendu que le projet soit déjà répliqué lors de la phase de réplication. Les projets estimés à moins de 4 millions d'euros en réalisation seront-ils systématiquement écartés? Un projet de 1,5 million d'euros peut-il être déposé? Alors non, normalement, on a vraiment une dépense, un minimum de subvention à 2 millions d'euros. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple de projet qui pourrait correspondre pour se faire une idée? Alors non, pour l'instant, ce n'est pas possible parce que les phases de sélection ne sont pas finalisées. Donc, voilà, pour avoir les lauréats de la vague 1, il va falloir attendre jusqu'à la fin du mois, début du mois de novembre. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir des exemples vous pourrez voir les projets lauréats et donc les exemples de ce qui a été proposé. Sur les prestations d'ingénierie complémentaires proposées, doivent-elles intégrer dans l'enveloppe budgétaire présentée ou bien seront-elles considérées comme additionnelles au budget présenté? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Sur les prestations d'ingénierie complémentaires proposées. Alors, elles doivent être intégrées. Tu peux répondre? Je vais laisser ma collègue. Bonjour. Bonjour. En fait, les prestations d'ingénierie, si vous décidez de mobiliser le marché à bon de commande, elles seront intégrées dans les dépenses éligibles. Donc, elles pourront être cofinancées à 50% par l'AMI, mais il y aura quand même une part de financement attendue de la part des porteurs de projets. Mais vous n'aurez pas d'obligation de faire appel à ces consultants dans le cadre du marché à bon de commande. Vous pourrez aussi faire appel à vos propres processus de sélection de consultants tant que ça respecte le cadre de la commande publique. Merci beaucoup, Manon. Alors, qu'entend-on par caractère transformatif? En fait, le but, c'est de montrer que le projet il a vraiment une stratégie de transformation du territoire. C'est-à-dire que ce soit un projet d'agriculture ou sur l'alimentation, on est derrière des transformations du territoire, qu'elles soient au niveau environnemental, économique, social, qui se fassent. Donc, voilà, et c'est donc en lien avec la solution innovante, parce que le but, c'est de montrer que la solution, là où les solutions qui sont proposées innovantes sont bien, permettent justement la transformation de ce territoire ou de l'activité ou de l'action qui est proposée. Alors, où trouver les diagnostics territoriaux? Pour les territoires qui ont déjà des PAT, donc comme l'expliquait Jean-Marc au tout début de la présentation, c'est vrai qu'il y a donc là des vrais diagnostics qui sont présents. Après, il peut y avoir aussi des études qui se font financées par la région et des éléments de contexte qui peuvent être trouvés justement par ces études. Comment est considérée une coopérative? Oui, donc comme un acteur privé, en effet. Alors, il y a une question sur quelqu'un qui a un projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, en gros, voilà, quand vous avez vraiment des questions sur est-ce que votre projet peut être éligible ou pas. Donc, il y a comme je disais, des créneaux de 30 minutes. Notamment, voilà, c'est peut-être plus simple pour nous de répondre à ces sollicitations.
Pouvons-nous nous faire partie des partenaires sur la partie ingénierie des projets? Alors, c'est possible, ou de passer par le marché à bonne commande, du coup, qu'on met en place. Alors, L'Oréal, là, je vois que tu répondais à des questions. Je ne sais pas si tu en as quelques-unes que tu veux échanger par oral. Je ne sais pas. Là, on a eu la question sur est-ce qu'on est sur une assiette à 8 millions et des subs à 4. J'ai répondu non, on est à 4 et 2. 4 millions d'assiettes et 2 millions de subventions. Il y a pas mal de questions sur les dépenses éligibles qui sont précisées dans le règlement général et financier. Je suis pas certaine, enfin, je sais pas moi de ce que tu en penses si on les détaille tout ici, mais je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent. Non, alors je ne sais pas si tu avais peut-être. Non, il y a plusieurs questions de quelles sont les dépenses éligibles. Je pense qu'on peut vous renvoyer du coup au règlement général financier et si vraiment vous avez des questions plus particulières, soit passer par la FAQ achat public, soit nous contacter. Voilà, le nouveau règlement financier est paru en septembre, donc vous pouvez y avoir accès via la plateforme achat public. Oui, et effectivement, les dépenses de personnel sont en partie éligibles, mais les règles sont écrites dans le règlement. Et j'ai vu qu'il y avait la question de la rétroactivité de ce règlement général et financier à la première vague, qui n'est pas, sauf erreur de ma part, qui n'est ni prévu ni envisageable à l'heure actuelle. En effet. Merci Lorelai. Alors, dans les autres questions... il y avait un point, peut-on faire appel à un financement FEDER comme cofinancement? Il n'y a pas d'exclusion des cofinancements européens sur cet appel à projet. Donc, normalement, c'est OK. Merci. Qu'est-ce que je dose comme question? Est-ce que la transition énergétique du secteur agricole ou sa décarbonation rentre dans le cadre de cette AMI? Oui, tout à fait. Voilà, ça fait partie de la stratégie SADEA. Donc, elle rentre tout à fait. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur le renouvellement des générations. C'est pareil, ça fait partie des enjeux qui peuvent rentrer dans l'AMI. Est-ce qu'on aura le droit aux présentations? Donc, ça, peut-être pour une question plus technique, en effet, la présentation sera partagée. Donc, quand vous parlez de consortium d'acteurs, pensez-vous à un statut juridique en particulier? Alors, pas de statut particulier, mais les GIE ne sont pas éligibles. Quel est le niveau de description attendu dans la réponse sur la phase de réalisation? Donc, comme je disais, c'est quand même très important de bien décrire les actions qui seront menées en phase de réalisation pour bien comprendre en gros l'ambition, pour bien correspondre à l'ambition du projet. C'est-à-dire que si on a un projet qui développe une très bonne stratégie, mais derrière, on a du mal à comprendre quelles seront les actions qui seront vraiment réalisées en phase de réalisation, c'est un projet qui va sûrement manquer de concret. Donc, voilà, la phase de maturation est là pour, de toute façon, ensuite permettre de finaliser certaines actions grâce à l'ingénierie de projet qui est prévue. Mais il y a quand même une attente de bien comprendre le projet mis en place de la phase de réalisation. Un projet à refuser lors de la deuxième vague de sélection peut-il être présenté à la suivante? Alors, du coup, par rapport à cette question, la troisième vague n'est pas encore figée. Elle aura lieu, elle devrait normalement avoir lieu, mais on n'a pas encore de confirmation. Dans l'idée, oui, c'est possible de déposer un dossier, sachant qu'on fait des courriers motivés aux candidats, on fera des courriers motivés aux candidats qui ne sont pas reçus, qui leur permettra peut-être d'affiner leur projet s'il correspond à l'esprit de l'AMI. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, si une chambre d'agriculture est un acteur public, peut-elle être considérée comme un organisme de recherche et quelle incidence cela a-t-il sur le taux de financement? Alors, Lorelai, je ne sais pas si tu as une réponse à cette question. Non, les organismes de recherche, ça implique quand même que ce soit l'activité principale. C'est une définition spécifique que je ne connais pas par cœur, mais ça implique que ce soit l'activité principale de la structure, ce qui n'est généralement pas le cas d'une chambre d'agriculture. Donc, je ne pense pas qu'on puisse considérer une chambre comme un organisme de recherche au même titre qu'une université, qu'un labo, etc.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'un aspect gestion de la ressource en eau doit forcément être présent? Alors non, on n'a pas d'exigence sur telle ou telle thématique présente dans les dossiers. Donc voilà, il faut juste qu'elle corresponde globalement aux stratégies SADA et ADFS qui sont décrites dans le cahier des charges que vous avez du coup à disposition. On peut avoir le lien du site achat public et de la FAQ, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez le retrouver aussi via le lien démonstrateur, territoriaux de la Banque des Territoires, mais je pense que de toute façon, vous avez cette diapo et vous aurez des liens qui sont intégrés. Le consortium doit-il être déjà finalisé pour le dépôt? Alors, non, pas forcément. Il y a possibilité de le retravailler en phase de maturation. On attend quand même des consortiums solides et bien décrits lors du dépôt du projet, notamment sur la gouvernance. Après, voilà, il y a une marge de modification possible en phase de maturation. Le projet peut-il avoir également une ambition nationale? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, donc j'espère ne pas répondre à côté. Je pense que de toute façon, l'ensemble des thématiques qui sont dans les projets sont des thématiques qui sont à une échelle nationale. Après, ce qui est vraiment attendu, c'est pas un projet qui ne soit pas réplicable du tout sur d'autres territoires. Donc, cette ambition, elle est peut-être à travailler en l'adaptant peut-être au niveau d'un territoire. Donc, sur le fait d'avoir une troisième vague en 2023, donc comme je disais, c'est pas encore calé complètement. Il y aura normalement une vague, donc en fonction des budgets restants, mais on reviendra avec vous dès que l'information sera publique. Ensuite, est-ce que le territoire peut être celui de plusieurs grandes fermes agroécologiques dans différentes régions? Alors, le fait d'avoir des projets de multi-territoire, c'est possible. C'est loin d'être obligatoire. Et en fait, si on présente des projets de multi-territoire, c'est important de bien décrire pourquoi ces territoires sont choisis et en quoi ils sont complémentaires et pertinents à l'échelle du projet global. Un organisme de recherche publique peut-il être coordinateur? Il n'y a pas de discussion du tout à ce que ce soit un porteur de projet. Après, voilà, c'est au niveau du consortium de décider, mais il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, sur les dépenses, on vous renvoie peut-être au RGF, comme disait, au règlement général financier, comme disait Lorelei. À quoi sert la phase de maturation? Est-elle obligatoire? Donc, la phase de maturation, donc, elle est là vraiment pour permettre en fait d'avoir un projet bien en forme au bout de cette phase. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est peut-être la période. Elle est obligatoire en effet. Par contre, elle est modulable en fonction de l'avancée du dossier. Elle est de minimum 6 mois et maximum 18 mois. Donc voilà, donc si le projet est déjà fortement avancé dans la conception de son projet, la phase de maturation peut être plus courte que pour certains autres. Ce qui est peut-être important à dire, c'est que dans le comité de sélection qui a lieu du coup sur la sélection des lauréats, il y a aussi des points de vigilance qui peuvent être notés. Et on attend aussi dans la phase d'itération de la part des lauréats de pouvoir répondre à ces points de vigilance avant de passer en phase de réalisation. Doit-on joindre les devis? Alors, s'il y a des devis qui sont déjà prêts pour la phase de maturation, mais aussi la phase de maturation, oui. Après, ce n'est pas obligatoire. La rétroactivité, la réponse a déjà été donnée. Alors, quelle est la précision demandée pour les dépenses de la phase de réalisation, puisque le but de la phase de maturation est de préciser? Le but, c'est vraiment de donner des grands ordres de grandeur. Pour quand même pouvoir cibler le dossier et pour voir aussi quelles
quelles sont les actions que vous voulez financer et qualifier les dépenses qui existent. La phase de maturation, en fait, elle servira en effet à préciser et détailler pour globalement les montants, parce qu'il y a une possibilité d'ingénierie financière et technique, mais c'est important quand même de pouvoir au moins cibler des ordres de grandeur pour la phase de réalisation. Alors, le projet doit-il nécessairement être rentable? C'est important quand même, voilà, l'aspect performance économique, de démontrer un certain modèle économique du projet, avec ou sans financement public, et aussi la dimension économique des innovations en tant que telle à répliquer. C'est quand même une condition assez importante dans le potentiel de réplicabilité, de pouvoir démontrer une faisabilité économique du projet sur d'autres territoires. Possible de répondre à l'AMI au niveau d'un PETR? Donc oui, la réponse est oui. Donc voilà, comme j'avais déjà répondu à la question des devis, donc il y en a une autre. La rétroactivité, c'est pareil, on a répondu sur les règlements financiers. Lorelai, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que du coup, je ne vois peut-être pas en même temps sur lesquelles tu voulais répondre ou que tu as déjà répondu. Non, j'essaie de répondre dans le chat, mais n'hésitez pas si ce n'est pas assez clair. Il y a la question du passage de la phase de maturation à la phase de réalisation qui intéresse. Si d'accord. Oui. Du coup, comme je précisais, c'est un comité d'engagement entre phase de maturation et phase de réalisation. Le but, c'est d'accompagner le projet vraiment jusqu'à la réalisation, mais il y a un certain nombre de points qui vont être des recommandations à suivre par les projets pour pouvoir passer en phase de réalisation. Donc, il y aura bien une étape de comité d'engagement. Il n'y a pas un nouvel appel à projet qui sera lancé. C'est vraiment juste un comité d'engagement avec les lauréats de la première, les lauréats qui passeront en phase de maturation. Oui, Maud, est-ce que je sais pas si tu m'entends là? Allô? Oui, c'est bon. Oui, je voulais juste préciser là par rapport à la question sur le PEPR, en articulation avec un PEPR mais pas dans le cadre d'un. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des mesures qui peuvent être complémentaires, hein, il n'y a pas de problème, mais on ne vient pas abonder un projet ciblé de PEPR, quoi. On est en articulation avec un PEPR et on veut quelque chose de plus. Voilà, c'est juste bien indiquer que c'est complémentaire et que c'est pas à l'intérieur d'un PEPR. Il y a déjà pas mal d'argent pour on va dire les TRL bas pour employer un jargon. Et donc il faut aussi qu'on ait quand même des moyens pour toutes ces démarches d'intégration de connaissances pour les utilisateurs finaux et les porteurs d'enjeux du territoire. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision, Philippe, qui est très importante. Je vais revenir peut-être sur des questions. Quand même, il y a quand même certaines questions sur les dépenses éligibles. Je peux peut-être te laisser, Lorelai, faire une distinction entre activités non économiques et économiques et les différences qui existent dans le RGF. Oui, je vais essayer de faire simple. C'est que on a distingué deux choses. Est-ce que si l'activité n'est pas économique au sens du droit européen, vous devez vous référer aux dépenses éligibles qui sont fixées dans le règlement général et financier. En revanche, si l'activité que vous portez est une activité économique, donc que son financement est constitutif d'une aide d'État, il va falloir qu'on fasse un travail pour trouver un régime européen qui nous permette de financer cette action-là. Ces régimes européens qui sont présents dans le RGEC, Règlement général d'exemption par catégorie, prévoient eux-mêmes ce qu'on appelle des coûts admissibles. En fait, c'est les sortes de dépenses éligibles du régime. Et donc, si activité économique et si aide d'État, c'est ces dépenses-là qui seront prises en compte. Je sais que c'est peut-être un peu complexe pour les personnes qui ne sont pas habituées à ces sujets. On vous a mis une petite note de bas de page dans le RGF, il me semble. Et de toute façon, pour les lauréats, vous aurez un accompagnement de notre part sur ces sujets. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, une question sur le financement du temps des agriculteurs au même titre que de l'accompagnant. Alors, certains projets peuvent reposer sur une démarche de co-construction permettant de définir la trajectoire cible sur laquelle s'engagera l'exploitation. Et pour ce faire, la mobilisation du temps de l'agriculteur est aussi importante que celui du technicien accompagnant. Pour moi, ça ne fait pas partie des dépenses qui sont inéligibles, à regarder peut-être en fonction des actions et du projet.
Alors, pourquoi la rétroactivité n'est pas envisageable? Du coup, question sur le règlement général financier. Laurelie, je ne sais pas si tu… Oui, c'est simplement une question de… Les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt sont censés respecter plus ou moins les règles de la commande publique. L'idée, c'est que quand on a fixé des règles et qu'on a eu des candidatures et qu'on a levé les candidatures en fonction de certaines règles, on ne peut pas les changer. Enfin, on ne peut pas les changer du coup pour cette vague avec ces candidats qui ont été présélectionnés, qui ont déposé avec ces règles. Donc, on n'a pas le droit de changer là, mais on a adapté pour la deuxième vague pour que les nouveaux candidats, eux, puissent bénéficier de ces modifications. Et il n'y a pas de rupture d'égalité entre deux vagues, mais on n'a pas le droit de changer la règle en cours de route pour la même vague. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée est celle-ci en tout cas. Merci beaucoup. L'étude du modèle économique peut-elle être réalisée dans la phase de maturation? Alors oui, c'est possible. Je pense que c'est intéressant d'indiquer quelques éléments peut-être de performance économique dans le dossier, dans la note de présentation. Mais derrière, l'étude qui est faite plus complète peut tout à fait être réalisée en phase de maturation. Un projet actuellement porté uniquement par une collectivité et un groupe d'agriculteurs avec soutien sans participation d'acteurs privés, de la Chambre d'agriculture et d'un institut de recherche est-il éligible? Ces acteurs seront intégrés au consortium dans les mois à venir. Alors, c'est des cas particuliers, tout ça. Le projet il est éligible tant qu'il y a un consortium avec une collectivité. Donc, oui, dans l'idée, il est éligible. Après, la diversité du consortium fait souvent la solidité des projets. Mais aussi, les acteurs sont intégrés au consortium dans la suite, c'est que ça peut être aussi intéressant à étudier. Alors, est-ce qu'un ensemble de projets dans le but de reterritorialiser les filières alimentaires dans un PAT peuvent ensemble constituer un grand projet qui pourrait être éligible? Alors, ce qui est important peut-être à noter, c'est qu'on veut vraiment des projets qui vont plus loin qu'un PAT. L'idée, c'est de financer au-delà de ce qui existe déjà dans les PAT, avec des actions qui montrent vraiment qu'on va au-delà sur ces notions. Donc, dans l'idée, ça pourrait être éligible, mais voilà, c'est l'idée de dimension innovante, notamment dans la partie organisationnelle, on va dire peut-être plus sur ce genre de sujet, est très importante. Il y a juste une question là où je vais répondre. Un membre du consortium peut-il être prestataire? Alors ça, c'est des notions qui sont importantes. On va juste vous rappeler que même dans le cadre d'un consortium, s'il y a ce qu'on appelle un prestataire et qu'il y a une personne publique dans ce consortium, on devra bien respecter les règles de la commande publique. Juste être clair là-dessus. Ce n'est pas parce que vous êtes membre du consortium qu'on peut réaliser des prestations en dehors des règles de la commande publique si les règles de la commande publique s'appliquent dans le cas présent. Voilà. Juste un petit rappel, mais qui est précisé déjà dans le cahier des charges. Alors, merci beaucoup. Du coup, ça m'a permis de regarder l'heure. Donc, je vois qu'on arrive au bout de cette heure de webinaire. Je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à répondre à toutes les questions parce que vous étiez fort nombreux et avec des questions très variées. De toute façon, on redonnera ces éléments par écrit parce qu'on publie en gros la FAQ des questions-réponses du webinaire dans l'espace achat public. Et donc, on garde une trace de l'ensemble des questions qui ont été posées dans ce chat. Et si on n'a pas répondu à l'oral, et de toute façon, même si on a répondu à l'oral, on recomplétera la réponse dans cette FAQ qui sera publiée sur achat public. Alors, les candidats peuvent-ils donc quitter la première vague pour recandidater à la seconde? Alors, du coup, je suis pas sûre de comprendre cette question, mais alors si les personnes sont lauréates, je ne suis pas sûre de cette idée de renoncer. Par contre, si vous n'êtes pas lauréat, c'est bien sûr possible de recandidater à la seconde vague.
Pardon. Et donc, je vais peut-être conclure sur cette question qui est encore sur la 3e vague. Comme je disais, on n'a pas encore finalisé, du coup, validé cette 3e vague, mais si elle a lieu, elle serait plutôt autour de juin 2022. Je vais peut-être clôturer. Je ne sais pas si Philippe ou Jean-Marc, vous aviez des réponses des remarques pour clôturer. En tout cas, merci à tous d'avoir été si nombreux et présents pour ce webinaire de présentation. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter à l'adresse générique de la Banque des Territoires pour solliciter un échange de 30 minutes. On pourra peut-être mieux répondre à des questions plus spécifiques. Au revoir. Donc, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.